Business, le grand débrief. Il est 8h38, on n'a pas fini de parler du pétrole. Pas seulement à cause évidemment des grèves dans les raffineries et des pénuries dans les stations-service, mais parce que la hausse des cours du pétrole, c'est maintenant et ça va continuer. On a un All-Star Game ce matin sur ce plateau pour parler de ce sujet notamment, avec Alexandre Andloer de chez Kepler, Raphaël Bloch de The Big Wealth, Bedaouda Abdeldaïm, un autre grand expert géostratège du pétrole, et puis évidemment Emmanuel de Chypre, qu'on ne présente plus. Ils sont tous là, ils sont tous venus. On va commencer par vous, Alexandre. Là, on voit que le cours du baril est reparti à la hausse, près de $100. Ça va s'arrêter où ? Alors structurellement, on sait qu'on manque d'offres pétrolières ces prochains mois, ces prochaines années. Effectivement, il y a eu cette baisse de production de la part des pays de l'OPEP, rassemblement plutôt 1 million de barils par jour. Donc tout va dépendre. En fait, avec l'accord entre Saoudiens et Russes, hein. Exactement, qui était là pour quelque part renforcer l'alliance qui a été mise en place il y a quelques années, qui a plutôt bien fonctionné au sein de l'OPEP. Il faut le rappeler, c'était quelque chose de nouveau. Mais pour revenir sur les prix du pétrole, tout va dépendre en fait de ralentissement économique probable lié à la hausse des taux et de la réouverture de l'économie chinoise qui pourrait effectivement tirer les prix de nouveau à la hausse. On sait que structurellement, on manque de pétrole dans les 3-4 prochaines années. Ça veut dire que la solution que vous nous proposez, Alexandre, pour faire baisser les cours du pétrole, c'est la récession ? C'est la récession, c'est probablement une solution de court terme, une mauvaise solution, mais je crains que ça soit la seule aussi pour les prochains cycles pétroliers. Je rappelle que les investissements manquent dans le pétrole. Ouais. Un cycle d'investissement, c'est 4 ans. Même si on décidait d'investir aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, on risque d'être dans cette situation plusieurs fois encore sur le prochain cycle économique. Ça veut dire qu'on va vers du yo-yo, la demande monte, les prix montent, on casse, ça redescend, on remonte ? Oui, reste à savoir ce que vont faire les différents gouvernements qui quelque part subventionnent cette et encore ce matin. Demande. Encore ce matin en France, alors c'est moins le cas aux États-Unis, en Asie, mais effectivement c'est une mauvaise solution en tous les cas pour les prix du pétrole. Puisque le ministre des Transports Clément Beaune a annoncé ce matin qu'il allait demander à Total de prolonger des ristournes accordées sur le prix des carburants. On n'en sort pas. C'est un peu désespérant. Je vais donner la parole à Raphaël Bloch, The Big Well, parce que c'est la jeune génération qui est là. C'est désespérant. On est en train d'expliquer qu'on manque de pétrole, qu'on va réinvestir, que les prix vont monter, qu'on va les subventionner. On marche sur la tête, non ? Je pense qu'effectivement, c'est actuellement la seule solution qui soit acceptable parce que, comme l'a très bien expliqué Alexandre, finalement, on n'a pas investi suffisamment pour avoir le pétrole nécessaire. Et la question qui va se poser, c'est comment on le remplace au fur et à mesure. Et donc, se pose la question de la transition et de toutes les énergies alternatives, même si on le sait qu'en période de crise, ça n'est pas simple d'investir sur ces énergies alternatives et que donc, effectivement, on risque de rentrer dans une phase où pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, on va connaître ce yo-yo et ses difficultés sur le marché énergétique. Emmanuel, on ne peut pas se passer du pétrole ? Non, mais c'est ça qui est quand même assez terrifiant, c'est qu'il y a un énorme décalage entre l'agilité des investissements et l'inertie de l'offre. C'est-à-dire pourquoi, il faut rappeler pourquoi on est en situation de sous-investissement. Parce que quand il y a 15 ans, on a commencé à nous dire, attendez, le pétrole, c'est absolument pas une énergie d'avenir et il faudra se passer de pétrole, comment vous voulez inciter des investisseurs à venir miser sur le pétrole? Et donc on est à la moitié de ce qu'on aurait dû faire en fait comme investissement. Et ça, c'est pas quelque chose. Comment vous voulez encore aujourd'hui, et c'est pire aujourd'hui, comment vous voulez aujourd'hui dire aux gens, mais allez-y, investissez dans le pétrole, parce qu'il y en aura besoin, parce que les prévisions de consommation, c'est toujours plus. C'est-à-dire qu'on bat chaque année des records de prévisions de consommation. Regardez ce que dit l'Agence nationale de l'énergie, et que on n'en sortira pas parce qu'il y a une inertie qui est formidable. Et donc, comme on n'a rien préparé, en fait, ça s'appelle transition, mais ça n'a de transition que le nom, puisqu'on n'a absolument rien préparé sur le long terme, c'est-à-dire rien sur le nucléaire, rien sur les énergies renouvelables, etc., etc. C'est des années très compliquées qui s'annoncent. On a l'impression, Bedaouda, que tout se met en place pour une sorte de choc pétrolier puissance 10, parce qu'effectivement, la guerre en Russie, l'alliance entre les Saoudiens et les Russes qui mécontentent les Américains, c'est explosif, là. Alors, déjà, dans les semaines à venir, on est dans une période d'entre-deux, de transition. Le 5 décembre, l'Union européenne va interdire totalement les importations de pétrole brut russe et va interdire de fournir non seulement une assurance, mais aussi un financement
financement pour toute transaction pétrolière transportée par voie maritime européenne. Donc on est dans un entre-deux qui intéresse bien entendu au premier chef les Européens, mais qui intéresse aussi beaucoup les Indiens, parce que le temps d'exportation du pétrole russe vers l'Inde va être extrêmement rallongé. Ça inquiète beaucoup l'Inde et par extension donc d'autres économies asiatiques. Donc on est de ce point de vue-là dans un entre-deux du fait de cette décision du dernier train de sanctions européen. Et puis on a cet affrontement de plus en plus violent, verbal en tout cas, entre les Saoudiens et les Américains. On a encore entendu ce matin le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, le démocrate Bob Menendez, vraiment un poids lourd de la politique américaine et du Parti démocrate, expliquer qu'il bloquerait toute future escalité, toute future vente d'armes à l'Arabie Saoudite, qu'il accuse de faire le jeu du Kremlin en réduisant sa production de pétrole. La semaine dernière, on a entendu un autre sénateur, Chris Murphy, démocrate, expliquer que à quoi ça sert de vendre, d'accepter, d'avaler toutes les couleuvres en provenance d'Arabie Saoudite et de leur vendre des armes pour aller tuer des gens au Yémen, si ce n'est finalement pour qu'ils se retournent contre nous. Vous avez aussi un représentant démocrate qui traite l'Arabie Saoudite de puissance de troisième ordre, et les Saoudiens qui jusqu'ici jouaient profil bas, dans leur compte rendu dans les médias saoudiens, ne s'en prenaient pas frontalement aux États-Unis, commencent à distiller quelques informations, notamment un lobbyiste qui a été président de plusieurs banques saoudiennes, qui explique qu'il a entendu de la part du conseiller énergétique senior de Joe Biden, Amos Hochstein, qui est vraiment l'homme à qui il faut parler sur ces questions-là à Washington, demander à plusieurs États du Golfe, producteurs, de repousser cette décision de l'OPEP plus après les élections de mi-mandat de novembre. Pour ainsi dire, ça aurait été, dit ce lobbyiste saoudien, demander aux Saoudiens d'influer sur le cours des élections législatives aux États-Unis. Donc on commence à sentir de la part des Saoudiens cet agacement-là qui est en train de basculer également dans un face-à-face politique violent. Raphaël. Ouais, non, juste pour rebondir, c'est vrai qu'on parle énormément des conséquences économiques du manque de pétrole, mais on voit qu'il y a des conséquences géopolitiques et que finalement, dans les années qui viennent, on va assister à une sorte les plaques tectoniques vont vraiment bouger et on va voir des alliances qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années. Et moi, je me pose la question de savoir où est-ce que l'Europe va se situer dans ce nouveau jeu énergétique mondial. Alexandre Andler, comment est-ce que l'Europe peut effectivement se positionner, très dépendante de tout le monde en fait. Difficile parce qu'on est très consommateur. Il y a la Norvège qui peut un peu soutenir, mais il va falloir diversifier. Je pense que la meilleure solution, c'est de baisser la consommation. On voit que sur le pétrole, on ne semble pas être dans la bonne direction. C'est le cas par contre dans le gaz. Pour les États-Unis, c'est un peu un même problème parce qu'ils ont déjà beaucoup touché à leurs réserves stratégiques. Il y a quasiment un tiers de leurs réserves stratégiques qui ont été remises sur le marché en l'espace de quelques mois. Ouais. Des réserves qu'on a depuis des années, alors que la production russe, elle, était encore là. Donc eux aussi commencent à avoir un peu moins de marge de manœuvre. En tous les cas, sur la partie pétrole et gaz, parce qu'on sait que sur le schiste, ça n'investit pas pour l'instant, ou plus pour aussi des questions d'inflation et donc de manque de volonté d'investir sur des cycles hauts. En tout cas, la géopolitique et les questions nationales se mélangent puisque, en France, on a la question des raffineries, ça n'a rien à voir, c'est une question de grève, mais on n'a jamais importé autant de pétrole russe que ces derniers jours, ne serait-ce que pour pouvoir alimenter nos propres raffineries, ce qui est quand même oui, alors c'est vrai que c'est sur les sur les produits pétroliers qu'on a vu effectivement les premiers arbitrages se faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui a expliqué un peu la baisse de la demande à un moment, c'est que les produits pétroliers, le diesel, l'essence, sont allés à des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'on a vu sur le prix du pétrole ce printemps. On avait un invité à 6h45, une French Tech qui s'appelle Thank You et qui alimente les entreprises et les flottes d'entreprises évidemment en carburant renouvelable ou pétrolier, qui disait la flambée des prix à la sortie des terminaux de raffinage à 2,10, 2,20 le litre. Ça veut dire que ça va se répercuter dans les prochaines semaines sur le prix à la pompe. Emmanuel Le Chypre, que peut faire le gouvernement dans ce cas de figure entre la grève de la CGT dans les raffineries, la hausse des cours du pétrole, continuer comme ça de manière incroyablement anti-écologique à subventionner le pétrole? Non, mais il y a un moment où, je veux dire, vous pouvez pas faire de toute politique économique que l'écologie soit l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut arrêter les bêtises. C'est-à-dire que là, il faut se préoccuper de la fin du mois et puis la fin du monde, on verra après. De toute façon, la fin du monde, il n'y a qu'une seule façon de la préparer. Encore une fois, c'est d'être totalement indépendant sur le plan énergétique. Alors, il y a un moment, quand on avait lancé les centrales nucléaires, on pensait à la dépendance, sauf tout ce qui était carburant pour rouler. Là, il se trouve que maintenant, on se lance dans la voiture électrique, et donc on a l'opportunité
d'aller vers une indépendance quasi totale. Ouais. Et quand vous mettez bout à bout le renouvelable et le nucléaire, qui, de facto, peuvent vous dispenser des hydrocarbures, vous voyez bien que le poids géopolitique aujourd'hui de tout un tas de pays, à terme, il sera nul. C'est-à-dire que quand vous n'aurez plus de problème d'approvisionnement en pétrole, en gaz, etc., tous ces pays qui jouent qui roulent des mécaniques aujourd'hui, dans 20 ans ou dans 30 ans, c'est des pays qui pèseront plus rien sur le plan géopolitique. Alors vous parliez justement, c'est notre autre débat, de la transition vers l'électrique. On a vu Renault qui accélère avec sa filiale Ampère. Mais enfin, on a reçu là, à 8h15 ce fonds d'investissement géant, 2 milliards dans l'hydrogène. Alors, il va falloir choisir votre camp ce matin. Bah non, hydrogène ou électrique? C'est le même. C'est le même camp, c'est le camp des producteurs d'électricité, c'est le camp du nucléaire. Puisqu'après, que vous fassiez, que finalement, enfin, je veux dire, le débat a tranché entre l'hydrogène et l'électrique, c'est un débat de deuxième rang, de deuxième ordre. Le véritable débat, c'est comment on fait pour produire de toute façon 60% d'électricité en plus, ce qui nous faudra d'ici 2050. D'ici 2050. Ouais. Après qu'on se dise, c'est plutôt pour faire de l'hydrogène ou plutôt pour faire de la voiture électrique. Si déjà on a cette capacité à produire l'électricité, moi je pense que c'est ça le débat le plus. Le problème, c'est qu'on n'a pas les infrastructures. C'est-à-dire que là, Pierre-Étienne Franc, il nous disait, moi j'ai 2 milliards d'euros, mais si ça suit pas et si l'Europe continue de faire la circulaire 28 pour autoriser tel projet machin, on va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait alors? Non mais il y a un côté l'Europe prend l'eau quoi, qui est un peu inquiétant. Mais Daouda, sur le basculement vers l'électrique et l'hydrogène, tout le monde va au même rythme dans le monde, ou est-ce que c'est un biais européen parce que justement peut-être on est plus dépendant des hydrocarbures? La Chine est largement en avant, et puis ça repose le problème parce que Emmanuel disait on va pouvoir tirer un trait sur ces États qui roulent des mécaniques. Bon, ça reste à démontrer. Je parle sous le Je me doutais. Je me doutais. Ça fait longtemps qu'on dit que ça allait. Mais bon, oui. Vous voulez dire qu'il a encore du travail pour 100 ans, Alexandre? Je pense, oui. Et donc c'est ce que je lui souhaite d'ailleurs. Mais il y a aussi le fait que la matière première de base n'est pas faite en sein de l'Union européenne, ne serait-ce que le lithium. Ouais. Parce que vous voyez dans Caixin hier, le journal économique privé chinois hier, qui détaillait la puissance de frappe des investissements dans le lithium et dans la création de batteries électriques en Chine. Ouais. Vous voyez le contraste avec l'Union européenne. Vous pouvez vous dire que de ce point de vue-là, les Chinois vont pouvoir continuer à rouler. Et la Belaouda, en même temps, il répond à la question sur Renault. Ouais. C'est-à-dire que no way, Renault... c'est mort. C'est mort. Mais l'hydrogène, c'est un peu mieux parce qu'il faut moins de matières stratégiques et des métaux rares que la voiture électrique en batterie. En effet. Mais je ne suis pas en mesure de voir quelle va être la proportion de l'un et de l'autre. Raphaël, vous êtes plutôt hydrogène ou plutôt batterie électrique? Alors, non, mais c'est vrai que je partage ce que vous avez effectivement expliqué. Après, je pense qu'on ferait une erreur, justement, en opposant fin du monde et fin du mois, dans la mesure où on sait qu'on a des enjeux colossaux qu'on doit adresser. Et que, comme vous Raphaël, ça c'est ce que disent les gens qui ont les moyens de se payer la fin du mois. Non, mais je comprends l'argument, mais simplement, on sait que collectivement, on a un défi immense à relever, et que si à chaque fois on godit parce que on a des problèmes économiques, on a des tensions tous les 2 ou 3 ans, en fait, on n'avancera pas. Et malheureusement, il va falloir qu'on fasse cet effort. Alors après, il faut voir comment l'accompagner, mais on n'y coupera pas. Et c'est vrai que si on veut vraiment faire face aux défis climatiques, il va falloir qu'on évolue, et ça ne se jouera pas que sur électrique, hydrogène. Il y a aussi la nécessité de repenser notre modèle de consommation. Mais Alexandre, on disait ça en rigolant, en disant vous avez encore du travail pour 100 ans, mais vous regardez quand même l'hydrogène en vous disant tiens, peut-être que je m'intéresse. Non, on regarde un peu aussi dans quelle mesure ça peut impacter en fait la demande pétrolière. Mais pour l'instant, on l'a pas vraiment vu. Ni même en Norvège, où il y a beaucoup de voitures maintenant électriques, la demande pétrolière n'a pas vraiment baissé. Donc on a l'impression qu'il y a une inertie très longue. Moi, ce qui m'inquiète aussi, si je reviens un peu sur le pétrole, c'est qu'on aurait toutes les planètes sont alignées pour qu'il y ait de nouveau des investissements massifs sur le pétrole, en tous les cas d'un point de vue prix pétrolier. Il faut quand même rappeler qu'on n'a pas eu ça pendant quelques années. On a eu un pétrole à 50, 70. Il y a un peu de visibilité. Mais quelles banques vont financer des investissements dans le pétrole aujourd'hui? Pas de banques et pas d'actionnaires parce qu'ils n'en veulent pas. Mais si on ne le fait pas maintenant, effectivement, on ne le fera jamais. Et vous nous disiez, Alexandre, que pour vous, si on n'investit pas, le baril, c'est 300, 400 $. On l'a eu sur le prix du gaz. Le prix du gaz en Europe est allé à plus de 500, 600 $. Ouais. Il faut aller à un niveau où on va faire mal sur la demande. Le problème, c'est que plus on subventionne, plus haut le prix du pétrole devra aller pour impacter le consommateur. Pour ceux qui le peuvent, jeter un œil à la conférence de presse à l'issue de la conférence, à la dernière réunion OPEP+, où il y avait tous les
ministres de l'énergie alignés les uns derrière les autres. Et il y a un tableau extraordinaire qui a été montré derrière lui par le ministre saoudien de l'énergie, que vous voyez ici, et qui compare les prix des différentes matières premières entre janvier et septembre. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Brent, c'est plus 6% depuis janvier, le WTI plus 1%, alors que le GNL d'Asie, c'est plus 66%, le gaz naturel américain, c'est plus 84%, le charbon européen, plus 110%, le charbon américain plus 125, je ne vais pas vous faire toute la liste. C'était une façon de la part des 23 de l'OPEP+, à dire vous êtes concentrés sur nous, mais regardez tous les autres qui se font des surprofits extraordinaires et on se concentre sur nous alors que nous n'avons augmenté, somme toute, et je parle sur votre contrôle encore une fois, que de 1 et de 6% depuis le début de l'année. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi dans la stratégie de l'OPEP, c'est qu'on pense toujours, nous on regarde toujours le côté, ils veulent éviter que les prix baissent, mais attention, ils veulent aussi éviter que les prix montent trop. Puisque l'idée c'est de rester dans un corridor pour empêcher l'investissement. Que vous ne soyez pas trop dissuadé non plus d'aller chercher d'autres énergies que le pétrole. Donc je sais pas, le corridor c'est quoi? C'est 80, 120 ou quelque chose comme ça? Nous on entend qu'en Arabie, alors l'Arabie Saoudite leur faut à peu près $80, on entend qu'ils aimeraient bien un prix du pétrole aux alentours de 90-100. Entre ce qu'on veut et ce que le marché peut donner, il peut y avoir une grosse différence. Tout ça est très réjouissant. Merci de ce débrief qui ouvre des perspectives radieuses sur le monde de demain.